Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant de l'histoire du sport automobile. Il était une fois un pilote qui a redéfini l'histoire de la Formule 1. Son nom, Michael Schumacher. Un talent brut, une détermination sans faille, une légende née sur l'asphalte des circuits les plus prestigieux du monde. Mais l'histoire de Schumacher n'est pas simplement celle d'un homme qui a dominé la compétition, c'est celle d'un enfant passionné, prêt à tout pour atteindre son rêve, celle d'un pilote méthodique, perfectionniste, qui a révolutionné son sport par son approche et son engagement total. Celle aussi d'un champion, adulé, parfois contesté, dont le destin bascula tragiquement en dehors des circuits. Aujourd'hui, retraçons son parcours exceptionnel, de ses débuts en karting au sommet de la F1, de ses triomphes éclatants à son combat silencieux. Comment est-il devenu l'icône absolue de la vitesse ? Quelles étaient les clés de son incroyable succès ? Et quel héritage laisse-t-il au sport automobile et aux générations futures ? Michael Schumacher voit le jour le 3 janvier 1969 dans une ville proche de Cologne, en Allemagne, avec un nom dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Son amour pour la vitesse se manifeste très tôt. Son père, Rolf Schumacher, était maçon, mais travaillait également pour un circuit de karting. Sa mère, Elisabeth, travaille dans la cafétéria de la piste de karting, ce qui lui offre un environnement idéal pour développer son talent. Dès l'âge de 4 ans, Michael pilote son premier kart, un kart bricolé par son père, à partir d'un moteur de tondeuse à gazon. Rapidement, le jeune Schumacher montre ses aptitudes exceptionnelles. À 5 ans, il remporte sa première course locale devant des enfants qui ont 3 fois son âge. Un exploit qui ne passe pas inaperçu. Sa famille, bien qu'assez modeste, investit tout ce qu'elle peut pour soutenir ses ambitions. Rolf n'hésite pas à recycler des vieux pneus, à réparer lui-même les karts de son fils pour qu'il puisse continuer à courir. Michael développe ainsi une approche méticuleuse et technique de la course, analysant chaque détail pour améliorer ses performances. Il a également un petit frère, Ralph, qui deviendra lui aussi un nom connu du sport automobile. Ensemble, ils développent leur passion sur les circuits de karting pendant leur enfance. Ce qui se démarque chez Michael dès le début, c'est sa capacité à analyser les courses et à s'améliorer constamment. Cette rigueur et cet état d'esprit de compétition allaient être des traits caractéristiques de sa carrière. Il débute la compétition en 1982, sous licence luxembourgeoise, l'Allemagne exigeant l'âge de 14 ans pour avoir une licence de karting qu'il obtiendra l'année suivante. En 84, à seulement 15 ans, il remporte le championnat allemand de karting, marquant un tournant dans sa carrière. Ce succès lui ouvre les portes des compétitions internationales où il commence à attirer l'attention de figures importantes du sport automobile. En 87, Michael Schumacher devient champion d'Europe de karting. À cette époque, ses performances sont tellement impressionnantes que certains observateurs commencent déjà à envisager Michael comme un futur grand champion de F1. À cette même époque, il termine le lycée et comme beaucoup de jeunes pilotes, il délaisse souvent ses devoirs au profit du circuit. Seuls les cours d'anglais l'intéressent, matière très importante pour espérer une carrière de pilote à l'international. Michael passera ensuite du karting à la monoplace, en commençant par la Formule Ford. Il devient vice-champion d'Europe dès sa première saison. Il est ensuite repéré par Willy Weber, qui travaille avec les responsables de Mercedes-AMG à la recherche de la prochaine pépite allemande pour le prendre sous son aile et lui faire atteindre la Formule 1. Il le teste en Formule 3, Schumacher impressionne, domine l'étendue titulaire. Weber est persuadé qu'il tient un champion. Il l'engage et devient son manager pour les 10 années suivantes. Michael brillera ensuite en championnat d'Allemagne de Formule 3, d'abord vice-champion dès sa première saison, puis devenant champion l'année suivante, en 90. Il participe également au Grand Prix de Macao, célèbre encore aujourd'hui pour sa difficulté, qu'il remportera la même année. En 1990, Schumacher rejoint le programme junior de Mercedes en championnat du monde des voitures de sport. Contrairement à d'autres jeunes pilotes qui privilégient la formule de monoplace, il apprend à gérer les voitures plus lourdes et puissantes, ce qui affine son pilotage. Il continue son apprentissage du sport automobile en participant également aux 24 heures du Mans en 1991, ainsi qu'à plusieurs manches de DTM. L'année suivante, une opportunité inattendue se présente. Un pilote de l'écurie Jordan en F1 est incarcéré pour une altercation à Londres. Eddie Jordan, à la recherche d'un remplaçant,
donne sa chance à Schumacher pour le Grand Prix de Belgique en 1991. À Spa-Francorchamps, circuit redoutable et technique, l'Allemand impressionne dès les qualifications en décrochant une incroyable 7e place, malgré une expérience limitée sur la voiture. Sa course s'achève prématurément à cause d'un problème technique, mais son talent éclate aux yeux du monde. Benetton ne tarde pas à le récupérer immédiatement après cette prestation prometteuse. Aux côtés de Flavio Briatore, Schumacher progresse rapidement et décroche sa première victoire en 1992, toujours à Spa. Michael Schumacher, your first ever Grand Prix win and a track where you made your debut just a year ago. How are you feeling now? I really can't describe it. I mean, it's something crazy. That was unbelievable and I have to say thank you to the team. L'année suivante, il monte régulièrement sur les podiums et finit à la 3e place du championnat du monde des pilotes, démontrant une maturité et une régularité impressionnantes pour un jeune pilote. En 1994, tout bascule. La mort tragique d'Ayrton Senna à Imola fait de Schumacher le favori pour le titre mondial. Cette saison est marquée par les polémiques, notamment une disqualification à Silverstone et une suspension pour non-respect de drapeau noir. Schumacher joue le titre contre Damon Hill au Grand Prix d'Australie. Dans un duel controversé, il s'accroche avec son rival et décroche son premier sacre. It was a very great battle between me and Damon, but nevertheless the feeling about the championship, winning the championship, it's a dream. L'année suivante, il confirme sa suprématie en remportant son 2e championnat du monde. En 1996, Schumacher prend une décision audacieuse en rejoignant Ferrari, une équipe en difficulté depuis des années. Accompagné de Jean Todt, il fait le pari gagnant en quittant Benetton. Dès sa première saison, il signe 3 victoires impressionnantes, dont un chef-d'œuvre sous la pluie à Barcelone, où il surclasse la concurrence, malgré une voiture encore loin des standards de Williams et McLaren. Les saisons suivantes sont marquées par une montée en puissance progressive. En 97, il est en lice pour le titre, mais s'accroche avec Villeneuve lors de la dernière course, un geste qui lui vaut une disqualification du championnat. En 98 et 99, il se bat contre Mika Häkkinen, mais un accident à Silverstone l'écarte de la course au titre. L'an 2000 marque enfin l'aboutissement du projet Ferrari. Schumacher construit une machine à gagner. Il remporte 9 victoires et scelle son 3e titre mondial à Suzuka. Après une bataille épique contre Mika Häkkinen, ce n'est que le début d'une domination inégalée. En 2002, il réalise un exploit unique en terminant chaque course sur le podium et devient champion au Grand Prix de France en juillet. Jamais dans l'histoire un pilote n'avait été sacré aussitôt dans la saison. Il continue sa domination en 2003 en bataillant pendant de nombreux GP face à Raikkonen. La même année, il perd sa maman au Grand Prix d'Imola. Quelques heures après ce drame, il remonte dans la voiture, gagne la course. Son petit frère Ralph, lui, finira 4e. En 2004, il établit un record de 13 victoires en une saison. Son approche méthodique, son travail acharné et sa capacité à pousser son équipe à l'excellence font de lui le pilote le plus redouté de son époque. Il est sacré champion du monde pour la 7e fois. Il participe également à la Race of Champions, où il s'incline en finale contre le Finlandais Kovalainen. Mais il remporte son duel tant attendu face au champion français des rallyes Sébastien Loeb, à qui nous consacrerons un épisode de Speedcast très prochainement. Après une période de domination inégalée avec Ferrari, où il a remporté 5 titres mondiaux consécutifs, de 2000 à 2004, la saison 2006 marque la fin de son association avec l'équipe italienne. Michael Schumacher est déjà une légende vivante à ce moment-là, mais l'année 2006 a été particulièrement difficile en raison de l'émergence de la concurrence, notamment de Fernando Alonso, le jeune prodige espagnol de Renault. La saison a été marquée par une lutte acharnée entre Schumacher et Alonso, avec des moments mémorables, mais aussi des erreurs stratégiques et de performance qui ont coûté à Michael le titre cette année-là. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm going to retire from racing. It has been an exceptional, really exceptional time. What motorsport in more than 30 years has given to me. I really loved every single moment of the good and the bad ones. Those ones make life so special. La décision de Michael Schumacher de prendre sa retraite en 2006 était motivée par la fatigue accumulée après une carrière longue et exigeante, mais aussi par la volonté de laisser la place à la relève. Après une brillante carrière, il se retire de la Formule 1 avec 7 titres mondiaux, 91 victoires, établissant des records qui perdureront longtemps. Pendant sa retraite, Michael reste impliqué dans le sport automobile en tant que consultant pour Ferrari
et en soutenant diverses initiatives, il fait également des apparitions ponctuelles, notamment lors de certains essais de Formule 1. En septembre 2009, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Michael annonce son retour en Formule 1 avec l'écurie Mercedes, qui avait racheté Brown GP, l'écurie championne du monde 2009 avec Jenson Button. Ce retour a suscité des réactions partagées. Certains étaient enthousiastes à l'idée de voir la légende revenir, tandis que d'autres se demandaient si un homme de 41 ans, après 3 ans d'absence, sera encore capable de rivaliser avec les jeunes talents de la grille. Schumacher signe un contrat de 3 ans avec Mercedes et la saison 2010 marque son retour sur les circuits. Cependant, les choses ne se passent pas comme il l'espérait. Malgré un travail acharné pour s'adapter à la voiture, la Mercedes ne permet pas à Schumacher de lutter pour le championnat. La voiture est compétitive, mais elle manque de constance et de performance comparée aux autres équipes. Malgré ça, Schumacher montre qu'il n'a rien perdu de son talent, décrochant quelques podiums et se battant fermement pour le top 10. La saison 2011 est également marquée par des résultats en demi-teinte. Néanmoins, il reste une figure respectée et aime à rappeler que son retour chez Mercedes est avant tout un défi pour lui-même, afin de redorer son image après une retraite prématurée. En 2012, la situation s'améliore légèrement pour Schumacher, mais les podiums continuent de lui échapper. La saison reste marquée par des échecs répétés, mais aussi par des qualifications et des courses où Schumacher démontre son génie tactique et sa persévérance. I've decided to retire by the end of the year. It's good to say goodbye, and that's what I'm doing here with by the end of the season, and it might this time even be forever. La saison 2012 est la dernière pour Michael Schumacher en Formule 1. Pleine de succès et de records, il se retire de la compétition à la fin de l'année 2012. Bien qu'il n'ait pas gagné de course depuis son retour, il a continué à prouver qu'il était un pilote exceptionnel. Mais alors que le Baron Rouge semble invincible, l'imaginable se produit. Le 23 décembre 2013, Michael Schumacher, alors âgé de 44 ans, se rend en famille à Méribel, dans les Alpes françaises, alors qu'il skie en hors-piste avec son fils Mick. Sa trajectoire croise un rocher caché sous la neige. Il chute et heurte violemment sa tête contre la pierre, malgré le casque qu'il porte. L'impact est si violent que le casque est brisé. Transporté en urgence à l'hôpital de Grenoble, Schumacher est immédiatement placé en coma artificiel pour limiter les lésions cérébrales. Son état est critique. Il subit plusieurs interventions chirurgicales pour réduire l'hémorragie cérébrale. Pendant des mois, le monde du sport automobile retient son souffle, tandis que les informations sur son état de santé sont rares. Michael Schumacher, cet homme qui a défié la gravité des circuits de Formule 1, semblait désormais face à un combat beaucoup plus grand et incertain, celui de sa propre survie. Le monde observe en silence, attendant des nouvelles et offrant des pensées positives à l'homme qui a été un modèle de persévérance et de discipline. La rééducation et la guérison sont longues et difficiles. Après plusieurs mois d'hospitalisation, il est transféré chez lui, en Suisse, où il reçoit des soins intensifs quotidiennement. La famille de Schumacher reste soudée et discrète, sans vouloir exposer la situation au grand public. Les informations sur son état de santé restent rares et fragmentées. Le 15 décembre 2021, Netflix sort un documentaire, Schumacher, qui lui est consacré et où témoignent ses proches et sa famille. Sans donner d'informations précises sur l'état de santé de son mari, sa femme Corinna dira « Il me manque tous les jours, il est là, il est différent mais il est là, et ça nous donne de la force. On est ensemble, on vit ensemble à la maison, il suit des traitements, on fait tout pour améliorer son état et lui faire sentir notre famille, notre lien. » Son fils, Mick Schumacher, qui lui aussi a choisi la voie du sport auto, dira « Papa et moi, on se comprend toujours, mais d'une manière différente. On a ce langage en commun, le sport automobile. Et on a toujours énormément de choses à se dire. Je me dis que ce serait tellement bien. Tellement bien. Je donnerais tout pour qu'on puisse se parler. » Mick, qui a débuté sa carrière sous le nom de jeune fille de sa mère pour écrire son histoire, sans bénéficier de l'ombre de son père et faire ses preuves par lui-même. Après un passage assez difficile en Formule 1, malgré des titres en formule de promotion, Mick évolue désormais avec Alpine, en championnat du monde d'endurance, où il semble avoir trouvé sa place et impressionne beaucoup, comme à Fuji, il y a quelques mois, offrant un podium à son équipage. La comparaison avec son père est inévitable, mais il semble déterminé à tracer son propre chemin, tout en honorant le nom qu'il porte.
Sa fille Gina, elle, s'est mariée en septembre dernier, alimentant à nouveau les rumeurs concernant l'état de santé de Michael. Même dans le silence, l'héritage de Michael Schumacher ne cesse de briller. Plus qu'un champion, une icône. Ses 7 titres mondiaux, son travail acharné, son approche scientifique de la course, son esprit d'équipe et sa capacité à motiver ses collaborateurs ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du sport automobile. Michael Schumacher n'était pas seulement un pilote rapide, il était un leader, celui qui redéfinit la relation entre un pilote et son équipe. Sa capacité à tirer la quintessence de chaque voiture, à exploiter chaque détail technique, a permis à des équipes autrefois en difficulté de rivaliser avec les meilleurs. C'est ainsi qu'il a transformé Ferrari, une écurie en difficulté, en une machine de guerre inarrêtable. Les fans du monde entier et le sport automobile en général continuent de rendre hommage à Michael Schumacher. Sa famille est devenue un symbole de force et de résilience dans un monde qui parfois oublie que derrière chaque légende, il y a un être humain. Michael Schumacher ne sera jamais oublié, et tant que la passion pour la vitesse et la course existera, son héritage vivra. La légende Michael Schumacher est loin d'être terminée. Elle perdurera à travers des générations, inspirant ceux qui croient qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut accomplir lorsqu'on est prêt à tout donner pour atteindre ses objectifs. Et c'est là que réside la véritable grandeur de Michael Schumacher, dans sa capacité à transformer la passion en légende. Il restera à jamais une icône du sport automobile, son palmarès impressionnant, de 7 titres mondiaux, 91 victoires en Grand Prix, et son incroyable rigueur ont inspiré des générations entières de pilotes. Son influence va bien au-delà des circuits. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast dédié à l'une des plus grandes légendes du sport automobile. N'hésitez pas à le partager avec vos proches si cet épisode vous a plu, à vous abonner, et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.